Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé une analyse exploratoire des données, puis une étape de pré-traitement. Rappelons un peu le contexte. Le contexte, c'est d'apprendre les bonnes pratiques en matière de création de modèles de machine learning. Nous avons pris un cas d'étude très simple avec un jeu de données Kaggle qui est de construire un modèle de machine learning capable de prédire si un client va se désabonner ou pas. Ceci permettra à l'entreprise de déployer des campagnes marketing ciblées vers les clients à haut risque de désabonnement et de leur proposer des offres pour les garder dans l'entreprise. La première étape de notre projet a consisté en une ingestion des données. Cette ingestion des données s'est soldée par la division des données en trois ensembles. Un ensemble d'entraînement pour former les modèles de machine learning, un ensemble de validation pour évaluer leur performance et un ensemble de tests pour tester le meilleur modèle. Puis s'en est suivi la phase d'analyse exploratoire des données qui nous a permis de mieux comprendre ces données-là, de comprendre les distributions des variables quantitatives, de tracer des diagrammes à barres pour les variables qualitatives, de tracer aussi une matrice, une carte de corrélation pour comprendre la relation entre la variable cible et d'autres variables par exemple. Et l'analyse exploratoire des données nous a aussi révélé les problèmes qu'il y avait au niveau de certaines variables, notamment la variable total charge, qui en réalité est une variable numérique, mais que Panda considère comme variable de type objet. Et dans la phase de pré-traitement, nous avons pu identifier la cause de ce problème-là au niveau de cette variable. Nous avons construit une fonction qui permettra de résoudre ce problème. Et cette fonction a été transformée en un transformateur avec la fonction transformer de scikit-learn. Nous avons construit un pipeline de pré-traitement pour les variables indépendantes numériques en trois étapes. Une étape de conversion de la variable total charge, une étape d'imputation par la médiane, imputation des valeurs manquantes par la médiane, et une étape de standardisation avec l'objet standard scalar. Nous avons construit aussi un pipeline pour le pré-traitement des variables indépendantes qualitatives qui consiste en une seule étape, une étape d'encodage à chaud. Nous avons transformé, ou plutôt combiné ces deux pipelines en un seul pipeline que nous avons appelé préprocesseur. Et maintenant, nous passons à la phase de modélisation. Cette phase de modélisation, c'est la phase la plus intéressante. C'est celle-là où vraiment on est content de faire nos fits, is-train, y-train, etc., etc. Mais vous avez vu tout le boulot qu'il faut faire en amont avant de venir à cette phase-là. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire la modélisation et le réglage des hyperparamètres et ceci va marquer la fin de cette leçon qui consiste aux bonnes pratiques de construction d'un modèle machine learning. Donc, nous allons construire deux modèles. Un modèle avec l'algorithme des forêts aléatoires et un modèle avec régression logistique. Je rappelle qu'on est face à une tâche de classification, précisément classification binaire, parce que notre variable cible est binaire, c'est 0, le client ne s'est pas désabonné, 1, le client s'est désabonné. Random Forest, pourquoi? Parce que c'est quand même un algorithme qui est très utilisé et qui a gagné beaucoup de compétitions déjà dans Kaggle. Okay? C'est un algorithme très puissant et c'est un algorithme aussi de la famille des algorithmes d'ensemble. D'accord? Il est très puissant, Random Forest. Et donc, nous allons l'utiliser. Nous allons utiliser aussi un algorithme de régression logistique. Parce que, avant de rentrer dans les histoires du deep learning, je vous conseille de toujours utiliser des algorithmes simples. Ici, j'ai choisi un algorithme d'abord complexe, à savoir Random Forest Classifier, et un algorithme simple. Parce que parfois, il arrive que ce sont les algorithmes les plus simples qui donnent de meilleurs résultats. Et les algorithmes les plus simples sont quand même facilement, on peut les expliquer facilement. Aujourd'hui, presque tout le monde est habitué quand même à la régression linéaire. D'accord? On sait expliquer une régression linéaire. Ce qui n'est pas le cas d'un algorithme d'arbre de décision comme forêt aléatoire. Donc, nous allons utiliser les deux et nous allons les évaluer avec les données de validation et en choisir le meilleur. Vous pouvez essayer plusieurs algorithmes. D'accord? Si vous avez les ressources de calcul, vous pouvez essayer autant d'algorithmes que vous voulez. Et d'ailleurs, lorsque nous allons rentrer dans Azure Machine Learning, nous allons essayer beaucoup d'algorithmes pour résoudre nos problématiques. Donc, je construis mon pipeline
pour Fourier aléatoire. Donc, je vais rajouter un estimateur au préprocesseur, donc qui me permet de pré-traiter les données. Je vais rajouter un estimateur qui est tout simplement mon algorithme de machine learning. Donc, je rajoute Random Forest Classifier. Donc, je vais afficher ça. Voilà, donc vous avez tout le pipeline de pré-traitement, puis maintenant un estimateur final, qui est Random Forest. Donc, les données pré-traitées maintenant vont permettre d'entraîner cet algorithme-là et former un modèle. Je fais de même pour le pipeline de modélisation avec l'algorithme de régression logistique comme estimateur. Je rappelle que pour Random Forest, j'utilise vraiment les hyperparamètres par défaut. D'accord? Et c'est ce que je vous conseille de faire souvent. Créez vos algorithmes, vos modèles avec les hyperparamètres par défaut de vos algorithmes. Et après, maintenant, faites le réglage des hyperparamètres pour voir s'il y a une amélioration. Parce que le réglage des hyperparamètres, si vous le faites mal, parfois, il n'y a pas d'amélioration. Et si en temps, vous n'avez pas quelque chose pour comparer, c'est pas bien. D'accord? Je vois plusieurs personnes, ils passent directement au réglage des hyperparamètres. Et même dans certains cours en ligne, on passe directement au réglage des hyperparamètres. Ce n'est pas une bonne pratique. La bonne pratique est de faire d'abord sans le réglage des hyperparamètres, donc en considérant les hyperparamètres par défaut, et après de faire le réglage des hyperparamètres pour voir est-ce qu'il y a amélioration, s'il y a amélioration, amélioration de combien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant diviser, je l'ai déjà fait, mais je veux juste avoir les features d'un côté et les variables cibles d'un autre. Donc, je fais isTrain, isVal, yTrain, yVal. Le train, pour avoir le isTrain, il suffit d'enlever la variable cible. D'accord? Et c'est très simple, ce code-là. Et je peux afficher les chiffres. Donc, j'ai 4930 observations pour le isTrain, 19 features, donc 19 variables indépendantes. Et 1057 observations pour le isVal. Donc, les données de validation et toujours 19 variables indépendantes. Je vais maintenant passer à la formation du modèle de Fourier aléatoire. Donc, fit, isTrain, yTrain. Je calcule les prédictions sur les données d'entraînement. D'accord? Je calcule aussi les prédictions sur les données de validation. Je génère un rapport de classification pour les données d'entraînement et je génère aussi un rapport de classification pour les données de validation. Je vais afficher maintenant la courbe ROC pour les données de validation. Donc, cette cellule-là, c'est pour les forêts aléatoires. Donc, j'exécute ça et j'attends que tout ça se calcule. Voilà, c'est assez rapide parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de données, c'est 4000 observations. Et si vous avez des PC plus ou moins modernes, ça se fait en quelques secondes. Donc là, j'ai mes deux rapports de classification. Le premier, c'est pour les données d'entraînement. Le deuxième, c'est pour les données du test. Je peux comparer. Ça me permet de voir s'il y a trop d'écart entre les données d'entraînement et du test. S'il y a trop d'écart, c'est que forcément, quelque part, il y a overfitting. D'accord? Donc, je remarque que quand même ici, il y a overfitting. Puisque, voilà, regardez, des paramètres comme précision, j'ai 1 au niveau des données d'entraînement, mais au niveau des données de test, je passe à 0,81, 0,59. Pareil pour le recall. Donc là, sans nul doute, je peux conclure au phénomène d'overfitting. La courbe ROC tracée, j'ai mon AUC qui fait 0,78. C'est pas, franchement, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas vraiment ouf comme en performance. Vous ne pouvez pas déployer en production un tel modèle, c'est impossible. Je vais passer à la régression logistique. Donc, je fais la même chose. Prenez le soin de bien nommer vos variables. J'exécute. Et qu'est-ce que je remarque ici? C'est quand même nettement meilleur que Fourier aléatoire. Et c'est ce que je disais. On pouvait penser que parce que Random Forest, c'est un algorithme beaucoup plus complexe, qu'il aurait beaucoup plus, sa performance serait élevée par rapport à la régression logistique. Mais c'est les données qui commandent. D'accord? Ce sont les données qui commandent. C'est pour cela, je continue de dire qu'avant d'essayer des choses complexes, essayez les choses les plus simples d'abord. On ne sait jamais. D'accord? Et d'ailleurs, ce sont les choses les plus simples, les modèles les plus simples qui donnent parfois les meilleurs résultats. Vous vous jetez sur les deep learning, sur les le dernier modèle que vous avez trouvé. Non, ce n'est pas forcément ça. En entreprise, ce n'est pas ça. Dans le monde académique, oui, on peut essayer de battre l'état de l'art. OK?
Mais en entreprise, que vous utilisez régression logistique, tout ça là, l'essentiel c'est que vous devez résoudre une problématique, vous devez optimiser une métrique business donnée. Peu importe. Et d'ailleurs, tant mieux si vous le faites avec un modèle qui n'est pas complexe, que vous pouvez expliquer aux parties prenantes. Il est beaucoup plus facile d'expliquer une régression logistique plutôt qu'un modèle de forêt aléatoire à des personnes non techniques. Et ici, il n'y a pas, on constate que apparemment il n'y a pas overfitting et le modèle donne un bon résultat. À l'AUC, j'ai 0,81 par rapport à 0,78 pour le modèle de forêt aléatoire. Donc, en temps normal, il faut essayer peut-être jusqu'à 3, 4 algorithmes comme ça. D'accord? Faites des expérimentations parce que vous visez la production. Et franchement, il faut bien faire les choses. Vous ne pouvez pas seulement construire 2 modèles et choisir le meilleur et dire que vous voulez les déployer en production. Il faut essayer au moins 3, au moins 5. Maintenant, on va choisir donc le modèle de régression logistique. C'est lui le meilleur. Et on va maintenant régler ces hyperparamètres. Parce que là, les 0,81, là, c'est obtenu avec les hyperparamètres par défaut. Est-ce que le réglage des hyperparamètres va nous donner de meilleurs résultats? On va vite le savoir. Donc, pour régler les hyperparamètres, je construis maintenant mon pipeline, d'accord, que j'appelle pipeline modèle. C'est toujours régression logistique, pas de souci. Je crée un dictionnaire où je vais stocker les paramètres que je veux régler, que je veux tourner. En anglais, on dit hyperparamètre tuning. Ici, c'est un pipeline, d'accord? Donc, si je veux tourner des paramètres, il faut que je précise à quelle étape. Donc, l'étape ici, c'est logreg. Logreg. Le paramètre, c'est solver. Solver, quand je regarde la documentation de sklearn, scikit-learn, j'ai la possibilité d'avoir ces solvers-là. Mais attention, au niveau de la régression logistique, il y a des solvers qui ne sont pas compatibles avec certaines valeurs de penalty. Penalty, c'est encore un autre hyperparamètre. Et lorsque j'ai regardé la documentation, et je vous invite toujours à lire la documentation des algorithmes, parce que ce n'est pas vous qui les avez construits, donc personne ne va vous couper la tête si vous lisez la documentation avant de l'appliquer. D'ailleurs, c'est ce qui est bien fait, c'est une bonne pratique encore. Tous ces algorithmes-là, tous ces plutôt algorithmes, je peux dire, de solver, sont compatibles uniquement tous ensemble avec le penalty L2 et known. Donc, pour ce type de paramètre, voici la liste que je peux faire. Je ne peux pas aller au-delà. Et maintenant, le paramètre de régularisation, d'accord? Plus il est faible, plus on a une forte régularisation. Non, je vais tenter quelques valeurs 0.5, 1, 5, 10. Et c'est un nombre, c'est un float bien sûr, bien entendu. Donc, une fois que j'ai ça, je construis mon objet GridSearchTV. Et donc dans GridSearchTV, voilà, l'estimateur c'est pipeline model, le param grid c'est ça, c'est mon dictionnaire de paramètres. Le scoring ici, il va construire plusieurs modèles. Comment il choisit? C'est ça le scoring. C'est pas l'AUC. Donc ROC, AUC, tout ça c'est dans la documentation, il faut regarder. Vous verrez les scorings possibles. Le CV, donc il va faire aussi une validation croisée. Et c'est ce qui est intéressant, il fait automatiquement une validation croisée. Je fais 5 plis ici. Donc, chaque pli aura la chance d'être utilisé à la fois comme donnée d'entraînement et de test, ce qui est très bien pour faire une validation croisée. Et je dis njob égale à -1 pour qu'il utilise toute la puissance de mon ordinateur. Alors, toute la RAM disponible, en fait. Alors, petite précision. Si vous n'avez pas une ressource de calcul puissante, si vous n'avez pas un ordinateur puissant, si vous ne travaillez pas dans le cloud où on vous a alloué quand même des ressources de calcul importantes, il ne faut pas faire un GridSearch avec beaucoup de valeurs d'hyperparamètres. Ici, combien de modèles seront construits au total? Premier hyperparamètre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 valeurs. Deuxième hyperparamètre, j'ai 2 valeurs. Donc, ça fait 5 fois 2, ça fait 10. Et troisième, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. 10 fois 4, ça fait 40. 40, sans oublier que je fais 5 plis. Donc, au final, je vais construire 40 fois 5, soit 200 modèles. C'est parmi ces 200 modèles-là que je vais retrouver le meilleur, donc la meilleure combinaison d'hyperparamètres, le meilleur score, donc le meilleur AUC et le meilleur estimateur. Donc ça prend de la ressource. Fort heureusement, ici, nous avons un jeu d'entraînement qui fait 4000, environ 5000 observations. Donc ça va encore. Pour un PC moderne, ça va.
Mais imaginez, lorsque vous avez 1 million d'observations, 10 millions d'observations, 1 milliard d'observations, vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses, à moins de disposer d'une bonne ressource de calcul. Donc, je tenais à mettre cette parenthèse-là pour que ça soit compris de tout le monde. J'exécute. Et autre possibilité, nous allons le voir dans Azure Machine Learning, vous avez la possibilité de faire un random search, même dans scikit-learn on peut le faire, et un Bayésien, une recherche bayésienne aussi. D'accord? À mon avis, elles sont beaucoup plus optimales qu'une recherche par grille. La recherche par grille va tenter toutes les combinaisons possibles, alors que les autres, elles ont des processus à l'interne d'optimisation. Elles peuvent choisir vraiment, elles peuvent converger facilement et rapidement vers la meilleure combinaison d'hyperparamètres possible. Donc beaucoup plus rapide et moins gourmand en calcul. Alors que une grid search va chercher à traiter toutes les combinaisons possibles. Donc, je vais mettre pause à la vidéo et revenir lorsque c'est fait. Bon, ça a été plus rapide que prévu, donc ça m'a pris 1 minute 23 secondes, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai les meilleurs hyperparamètres, à savoir que le paramètre de régularisation c'est 5, le penalty c'est L2, le solver c'est Newton CG et j'ai un AUC de 0,84. Donc, je suis passé de 0,81 à 0,84. C'est une bonne amélioration. Et maintenant, j'enregistre le meilleur modèle. Donc, je peux l'enregistrer. Donc, j'utilise la méthode, la fonction joblib. Précisément, la méthode dump qui me permet d'enregistrer ce meilleur modèle. Étant donné que c'est un objet grid-search-CV, le paramètre l'attribut qui contient le meilleur estimateur, dans le meilleur modèle entraîné, c'est best estimator. Donc, c'est ça mon modèle que je veux enregistrer. OK? Et je l'enregistre dans le dossier qui s'appelle models. Et je vais l'enregistrer sous le nom de best model à extension PKL. Donc, je l'enregistre. Et je viens le retrouver là. Donc, best model, il est bel et bien là. Super. Donc, une fois que j'ai le meilleur modèle, maintenant, je vais analyser sa performance sur les données de test. Il n'a jamais vu les données de test. Les données d'entraînement et de validation ont servi à le former et l'évaluer. Mais il n'a jamais vu les données de test. Je vais voir, est-ce que il a une belle performance. Ici, c'est en quelque sorte s'assurer de la qualité du modèle en environnement de pré-production. On va voir ça dans Azure Machine Learning. Avant de déployer le modèle en production proprement dit, il faut le déployer dans un environnement de pré-production, par exemple sous forme d'API, et le tester encore. Et s'assurer vraiment que, oui, il est capable de généraliser et qu'il a une belle performance. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais charger mon modèle. Donc, je vais le charger à nouveau. Je vais l'utiliser pour réaliser des prédictions sur les données de test. Je vais calculer et générer le rapport de classification et générer aussi la courbe ROC sur les données de test. Et je vais voir si mon modèle se comporte bien. Il a un AUC de 0,88. Donc, pas mal. J'avais 0,84 avec les données de validation. C'est plutôt bien. C'est quand même bon signe que le modèle il va bien se comporter en production. Et là, je peux comparer ces valeurs-là par rapport aux valeurs de la validation, tableau de la validation, pour voir si j'ai à peu près les mêmes valeurs ou bien si même j'ai une évolution ou pas. D'accord? Donc là, je viens de m'assurer de la qualité de mon modèle, en quelque sorte en environnement de pré-production. Et maintenant, je peux le déployer. Donc, chers amis, voici ce qu'on fait dans un notebook. Et petite parenthèse très importante, c'est que vous aurez constaté que moi, j'ai réaliser le notebook en partant du haut vers la fin. D'accord? Et vous avez suivi le déroulement. C'est à but pédagogique. Sinon, dans la réalité, c'est que je suis en train de travailler, je fais telle manip, une idée me vient à la tête, je peux remonter en haut et changer les trucs et réexécuter. Donc, le notebook, c'est vraiment pour la recherche. Et donc, ce n'est pas à sens unique comme ça, du haut vers le bas, comme moi je l'ai fait. Mais vous pouvez être amené à revenir en haut, changer des paramètres, changer des façons de faire, réexécuter pour voir. Vous pouvez même arriver jusqu'au pré-traitement et vous rendre compte que non, si vous faites comme ça, c'est pas bon. Et vous remontez en haut pour changer. Vous pouvez même finir toute la modélisation et revenir encore changer des choses, expérimenter d'autres trucs.
C'est pour ça qu'on dit le notebook, c'est bon pour la recherche, mais ça ne va pas en production. Comment alors écrire un script pour entraîner mes modèles et ce script-là pourra être vraiment déployé en production? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon de cette formation-là. Si vous avez aimé cette vidéo et les autres vidéos précédentes concernant cette leçon, merci de mettre un pouce bleu et de mettre vos commentaires, vos questions. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. N'oubliez pas qu'un groupe WhatsApp a été créé à cet effet. C'est le groupe Real Pro Data Science où vous pouvez y accéder gratuitement et poser vos questions par rapport à la formation et aussi d'autres questions sur la data science. N'oubliez pas, il faut que la communauté atteigne au moins 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Donc faites le boulot afin que je sois toujours encouragé de vous produire des vidéos de formation comme ça aussi intéressantes. Et vous pouvez le faire en partageant massivement les vidéos dans vos réseaux, en mettant des j'aime, d'accord, en mettant des commentaires, beaucoup de commentaires. Cela va faire que les vidéos seront beaucoup plus visibles par l'algorithme de YouTube. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.